Voilà, nous sommes aujourd'hui donc ici pour vous présenter les appels 2023 de la destination de démocratie et gouvernance du cluster de culture, créativité et société inclusive d'Horizon Europe. La session sera donc animée par Sylvie Gangloff, membre du point de contact national pour l'échange humain et social, que je remercie d'avoir travaillé et d'avoir pu réunir toute l'information nécessaire pour nous présenter les appels à projets. On espère qu'ils vous seront utiles et que la présentation sera claire. Vous pouvez poser de vos questions dans le chat lorsque Sylvie présente les appels s'il y a des questions qui se posent. Sinon, de toute façon, on aura une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire auquel nous serons ravis de vous répondre. Voilà, Sylvie, je te laisse la parole et je te remercie beaucoup. Bien, mais je commence immédiatement par un partage de mon écran. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez tous le PowerPoint? C'est ça, Julien? Vous voyez? On voit bien. Tu peux Très le mettre bien. en diaporama peut-être? Ce sera Alors, je plus peux mettre visible. en diaporama. C'est ici, c'est ça? Je pense que c'est ça. Voilà, puis tu le mets Voilà. en grand écran. Voilà. Et ce sera parfait. Alors, donc on vous a déjà un peu présenté le déroulé de cette présentation, enfin ou pas d'ailleurs, non. Je vais vous dire d'abord quelques mots sur le cluster 2 et sur les appels démocratie pour ceux d'entre vous qui seraient moins familiers avec ce dispositif. Je vous rappelle que dans le cadre d'Horizon Europe, il y a de multiples appels, de multiples dispositifs, ERC, Marie Curie, et les appels cluster, qui sont des appels top-down, c'est-à-dire des appels sur lesquels la Commission européenne formule un certain nombre de demandes et a des attendus. Ce sont des appels qui sont très prescriptifs. Sur une ou deux pages sont listés les résultats attendus, sont parfois précisés la méthodologie qui doit être utilisée. Donc il faut répondre à l'ensemble des points soulevés dans l'appel. Donc pour répondre à l'ensemble des points soulevés dans l'appel, cela demande à ce qu'un consortium soit formé. Consortium où les partenaires seront académiques, mais aussi relèveront d'autres champs, nous en parlerons dans un instant, et ce consortium pourra adresser l'ensemble des enjeux et répondre à l'ensemble des questions soulevées dans l'appel qui généralement, systématiquement d'ailleurs, appellent à ce que diverses disciplines interviennent. Donc, généralement, c'est des projets sur 3 ans et c'est des projets, sauf exception, sur 3 millions. Donc, on est là pour répondre à des enjeux de société. Donc, c'est pour ça qu'on a des clusters. Donc, on a, vous savez, cluster santé, climat, énergie. Et le cluster 2, dont il est question aujourd'hui, traite de problèmes de société, de problèmes d'enjeux économiques, sociaux, politiques ou culturels. Alors là, on est sur des thématiques très contemporaines. Et il s'agit pour la Commission de répondre à des problèmes qui se posent. Ça peut être la crise de confiance de la démocratie, la montée des populismes, le chômage, les problèmes dans les banlieues. On adresse aussi beaucoup des questions de patrimoine, de valorisation des arts, la question des migrations, bien évidemment, la question des inégalités. Donc vous voyez, on est sur des problèmes économiques et sociaux assez donc contemporains. Et donc, pour répondre aux enjeux qui sont soulevés dans l'appel, il vous faut produire des analyses scientifiques. Aussi, ça peut être échanger de bonnes pratiques. Je ne sais pas, par exemple, on est sur lutter contre les radicalisations. Bon, peut-être qu'il y a des programmes qui ont été mis en place en Allemagne ou en Angleterre, ou des programmes locaux qui ont fait leurs preuves. Donc, on peut échanger ces bonnes pratiques, par exemple. Il s'agit, par exemple, aussi de formuler des recommandations politiques. Alors là, il faut bien réfléchir à votre volet impact. Le volet impact, c'est tout de même un tiers de la note dans ces projets. Donc, il faut voir comment vous allez formuler ces recommandations, à qui, sous quelle forme, à qui vous allez les adresser, enfin, nominément. Il peut s'agir de modules de formation, il peut s'agir de mise en place d'outils, de préservation du patrimoine. Donc, vous voyez, l'ensemble de ce volet impact peut être très varié. Et donc, ces projets vous demandent de réaliser de la recherche fondamentale, mais aussi de mettre en place des pilotes, de faire des expérimentations, de passer par des expériences en innovation sociale, par exemple.
Donc, on a des consortiums pluridisciplinaires et intersectoriels avec des chercheurs. Sur certains appels, d'ailleurs, les académiques ne représentent que la moitié du consortium. Et ces acteurs peuvent être très variés. Donc, on a bien sûr des acteurs de la recherche. Si on est sur les appels démocratie dont il est question aujourd'hui, dans de nombreux appels, la contribution d'autorités publiques, qu'elles soient nationales, régionales ou locales, est généralement demandée. Sur d'autres appels, comme ceux dont nous parlerons demain, les institutions culturelles et patrimoniales peuvent être sollicitées parce qu'elles sont euh, parce qu'elles sont des institutions avec lesquelles nous allons réaliser des expérimentations, ou parce qu'elles peuvent avoir un volet à jouer un rôle en termes de dissémination ou de valorisation, parce qu'on fait un documentaire, une exposition, des choses comme ça. Voilà, donc il y a aussi des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies, des entrepreneurs sociaux. Donc dans le cas des appels démocratie, on peut avoir à travailler avec des ONG, des cabinets de formation. Enfin, vous voyez, c'est assez varié. Alors, le cluster 2 dans son ensemble, c'est 3 grands domaines thématiques. Un programme de travail, je l'ai dit tout à l'heure, sur 2 ans. Un deadline en 2023 qui s'approche dangereusement puisque c'est le 14 mars. Sur les 3 destinations, on parlera aujourd'hui de la destination démocratie. La destination heritage sur des questions de patrimoine, de préservation et de valorisation du patrimoine fera l'objet d'une présentation demain à 10 heures. Et les appels transformation qui couvrent un ensemble de domaines qui relèvent de formation, banlieue, inégalité, conditions de travail, migration, emploi, éducation, feront l'objet d'une présentation après-demain, mercredi, à 10 heures. Alors, pour ce qui en est des appels démocratie et gouvernance, on est sur des thématiques qui relèvent dans leur ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les appels 2023, hein, mais en général, en 2024 et pour les années suivantes, on peut penser que les appels tourneront tous plus ou moins autour des thématiques suivantes. Il s'agit de la crise de confiance dans nos institutions. Alors pourquoi les gens ne vont pas voter? Pourquoi les populismes montent dangereusement dans de nombreux pays en Europe? Pourquoi la critique de l'Union européenne elle-même s'intensifie? Qu'en est-il des fake news, des régimes nationalistes, autoritaires? Quel est le poids des mouvements extrémistes? Bon, un ensemble de thématiques autour de donc, la crise de confiance dans nos institutions. Ce à quoi la Commission estime qu'un certain nombre de nouveaux référents identitaires ou de nouvelles façons de pratiquer la démocratie, comme la démocratie participative, proposent des alternatives intéressantes. Et donc, il y a de nombreux appels sur ces thématiques. Et puis, on vous demande aussi d'analyser l'ensemble des nouveaux mouvements de protestation et aussi, enfin, un peu, si vous voulez, au-delà de la crise de confiance dans la démocratie, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs qui sont jugés par la Commission européenne comme essentiels et des politiques publiques jugées comme essentielles. Il s'agit essentiellement de la transition climatique, énergétique et des transitions également numériques. Le plus démocratiquement possible, sans susciter des oppositions qu'on a du mal à gérer. Donc voilà, gérer démocratiquement l'ensemble de ces transitions. Enfin, régulièrement, on a des appels sur des questions géopolitiques, politique de sécurité extérieure commune, politique de voisinage. Voilà. Donc, je vais vous passer maintenant en revue les 8 appels thématiques de 2023. Alors, le premier appel porte sur les manipulations de l'information et les ingérences étrangères. Alors, en fait, pour aller vite, un peu, si vous voulez ici, vous pouvez avoir en tête comme exemple les ingérences de la Russie dans les élections américaines. C'est que se passe-t-il? Enfin, comment est-ce qu'on peut lutter contre les tentatives étrangères? Il n'y a pas que la Russie, il y a bien d'autres pays qui cherchent à peser sur notre processus démocratique. Alors, ici, la Commission européenne a mis en place un nouveau concept qui s'appelle Foreign Information Manipulation and Interference, dont vous trouvez en bas de l'appel
non seulement d'abord une définition, mais également des références auxquelles, alors de façon générale, ici je fais petite parenthèse, de façon générale, vous les connaissez ces appels, les descriptifs des appels, c'est 1 à 2 pages. Ici, c'est 2 pages, d'accord? Donc, des choses essentielles sont dites, mais pas tout. Donc, il vous faut systématiquement, et n'oubliez pas de le faire, vous référer aux textes qui sont non seulement référés, enfin, cités dans l'appel, ça c'est clair, mais aussi à l'ensemble des littératures de la Commission européenne, à commencer par la littérature publiée par l'ADG Recherche du département sciences sociales de la DG Recherche, qui vous donne un certain nombre de textes, de lois, de décisions qui ont été prises, de rapports qui ont été publiés, d'analyses formulées, qui vous donnent un contexte dans lequel votre proposition devra se conforter. Alors, ici, on a donc une nouvelle littérature qui est assez abondante sur ce nouveau concept de manipulation et interférence. Donc, on va vous demander de travailler à la capacité de détecter ces tentatives. Donc là, il y a aussi des outils technologiques à mettre en place. Et puis, ces tentatives étrangères peuvent être assez variées. Il peut s'agir de manipulation des décideurs politiques, de corruption. Il peut s'agir d'utiliser la diaspora, ça c'est le cas de la Turquie, en Allemagne. Il peut s'agir d'avoir recours à des investissements directs, d'acheter un certain nombre d'investir dans un certain nombre de médias, par exemple, dans les pays en question. Donc, on vous demande d'analyser les différentes. Alors là, c'est encore de nouveau un nouveau concept, hein, plus ou moins. Enfin bon, on comprend facilement tactiques, techniques et procédures utilisées, qui peuvent être donc assez diverses. Donc, quels moyens utilise quel pays d'ailleurs pour influencer, peser sur notre processus démocratique. Voilà. Donc là, il y a un lien également avec tout ce qui est cyberattaque, discours de haine. Et puis, on vous demande bien évidemment de formuler des recommandations, de mettre en place des outils, de sensibiliser la société civile, les praticiens privés, enfin, un ensemble d'acteurs à ces tentatives, tentatives de manipulation, d'influence, d'ingérence. Voilà. Alors, on vous a mis dans nos petites fiches, les petites fiches qu'on a faites ici, les petites fiches de présentation des appels, un certain nombre de références en bas, qui sont des références, qui peuvent être des références officiellement, enfin formellement, pardon, citées dans l'appel, ou des références que nous, on est allé chercher à de précédents appels. Alors, première chose, cette liste n'est pas exhaustive, hein, on n'a pas tout mis. Il s'agit là de références à des appels généralement passés ou à des appels en cours. Bon, là, on a un appel, par exemple, 2022. Les résultats ne sont pas encore publiés, mais le seront prochainement. Tout d'abord parce que, donc, sur certains appels, la Commission demande expressément à ce que, dans la proposition que vous allez formuler pour répondre à l'appel, référence soit faite aux travaux réalisés dans cet appel ou dans les projets qui ont été sélectionnés sur tel appel ou tel autre appel. De toute façon, vous le voyez dans le template que vous devez remplir pour répondre à un appel. Il y a toujours une petite section dans ce template où vous devez lister l'ensemble des appels, enfin des projets en cours de réalisation ou déjà réalisés sur des thèmes similaires ou complémentaires et expliquer dans quelle mesure vous allez formuler, réaliser une recherche qui sera additionnelle. Vous n'allez pas refaire la même chose. Ça vous permet aussi d'aller voir un petit peu comment on répond à un appel formulé de cette façon-là, profil du consortium, les thématiques qui ont été étudiées. Donc, ça vous donne une idée. Voilà. Alors, il s'agit d'appels, mais il s'agit aussi peut-être de projets liés. Et là, en l'occurrence, sur cet appel, il y a des références très précises sur des projets en cours et sur des décisions, des plans d'action de la Commission européenne et des cadres généraux, des frameworks qui ont déjà mis en open access un certain nombre de ressources sur le domaine. Voilà. Donc, l'appel suivant, il est dans la même tonalité, il est sur la même thématique, il est sur la suppression d'informations, qui ont été, enfin, techniques qui ont été
la suppression d'informations par les régimes autoritaires. Donc, d'abord, il y a on vous demande de présenter des cas pratiques. Comment est-ce qu'on fait pression? Comment est-ce qu'on arrive à supprimer des informations? Est-ce on fait pression sur les individus par harassement, par pression diverses et variées, par intimidation? Est-ce qu'on utilise le système juridique pour faire interdire la publication de tel article, par exemple? Est-ce qu'on fait pression sur les médias, pression sur les journalistes étrangers? Bon, quel type de coercition? D'accord? On vous demande de réaliser un compendium de l'ensemble des techniques utilisées pour forcer à la suppression d'informations qui sont estimées gênantes par les régimes autoritaires. Donc, ici, on a des exemples assez clairs. Enfin, je veux dire, l'exemple de la Russie dans le cadre de l'Ukraine, où les voix indépendantes ont été supprimées. On a le cas, par exemple, du Parti communiste chinois. Enfin, voilà, on a des exemples à l'étranger et chez nous. On vous demande d'analyser le volet domestique, si j'ose dire, donc dans l'Union européenne et à l'étranger, et donc de nous faire une analyse qu'ils estiment relativement nouvelle, puisqu'ils veulent également une conception, une compréhension conceptuelle du phénomène. Donc voilà, réaliser une étude de cas pratiques. Alors, le suivant est sur la corruption. Alors ici, on vous demande d'analyser comment combattre la corruption. Alors, c'est un peu lié au précédent, hein. Comment combattre la corruption sous toutes ses formes. Alors, il vous parle d'autres influences, corruption et autres influences illégitimes. Alors, ce qu'ils entendent par autres influences illégitimes, c'est par exemple les tentatives d'influencer la vie politique en donnant des données erronées, trompeuses, c'est les fake news, c'est des tentatives de manipuler l'opinion publique, où là, il n'y a pas corruption textuellement, enfin littéralement, mais ils estiment que ce type de forme d'influence tout à fait illégitime est complémentaire à la corruption. Voilà. Alors, on vous demande donc d'analyser, de faire une analyse des données. On vous demande une analyse avancée de l'utilisation des technologies, notamment des blockchains, des analyses de données cryptées, pour lutter contre ces formes de manipulation. Alors là, il y a un volet technologique qui explique le budget important consacré à ce projet, qui est donc exceptionnellement de 6 millions et non pas de 3 millions. Donc, ils sélectionneront 2 projets. Il y a un budget global sur cet appel qui est relativement considérable. On vous demande d'analyser également les outils législatifs, les acteurs de cette corruption, que ce soit des acteurs politiques, financiers, économiques, qui est soit victime, soit acteur dans cette corruption. Le rôle des journalistes, qui influence les décisions politiques, quels sont les acteurs qui interviennent dans ce processus, le rôle de l'éducation, demande de mettre en place également des modèles de gestion, ils appellent ça des modèles de gestion de l'intégrité, dans le domaine public comme dans le domaine privé d'ailleurs, hein. Donc, ils attendent en fait sur cet appel des contributions de politologues, mais également de psychologues, et également aussi beaucoup d'économistes comportementaux, hein. Il y a plusieurs des laboratoires qui travaillent sur le sujet. Donc là, on attend aussi une coopération internationale avec des pays du voisinage pour voir comment ça se passe chez eux, où il y a des pays, dans le voisinage, enfin est-européen de l'Europe, où la corruption est beaucoup plus largement pratiquée que dans nos pays. Et donc, je vous rappelle qu'il y a un volet technologie. C'est un appel sur lequel il y a une influence relativement importante de la DG Connect et de la DG Home, qui sont un peu derrière à l'instigation de la publication de cet appel. Voilà. Alors, le suivant est un petit peu particulier. On a donc la question de la crise de la démocratie et de la crise de confiance dans la démocratie est donc récurrente depuis des années. Et donc, il y a eu beaucoup d'appels de la Commission européenne sur comment analyser cette crise de la démocratie, sous quelle forme. Je veux dire, qu'est-ce qui influence cette crise de la démocratie? Les inégalités sociales, les inégalités économiques,
la remise en cause des partis politiques traditionnels, les fake news, les réseaux sociaux, etc. Voilà. Mais ici, ils veulent une analyse complémentaire sur une dimension dite émotionnelle dans les politiques et dans les prises de décision politiques. Et donc, c'est comment intégrer cette dimension émotionnelle dans les prises de décision, d'accord? Parce qu'on s'aperçoit aussi que ces prises de décision elles ne sont pas toujours le plus objectivement possible prises. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a un problème et qu'il n'est pas géré le plus logiquement, si j'ose dire, possible? Donc, il y a d'autres variables qui influencent, donc les émotions, les espoirs avec un S d'ailleurs, bon bref, peur, frustration, solidarité, enfin voilà. Donc, on vous demande en fait d'analyser les narratifs des campagnes politiques et des leaders, enfin des acteurs de ces campagnes politiques, et dans quelle mesure ces émotions influencent, le rôle des réseaux sociaux qui peuvent capitaliser les émotions, comment ces émotions sont également étalées sur le net ou nourries par Internet. Donc là, on a des cas d'études recommandées, si j'ose dire, à commencer par la pandémie du Covid, où on a eu des réactions, comment se fait-il qu'on a eu les antivax, enfin qu'est-ce qui se passe, voilà, pourquoi, enfin comprendre un peu ces mouvements. Et la guerre en Ukraine également nous propose un autre cas d'étude intéressant. Voilà, on vous demande ici d'analyser les diverses réactions individuelles et réactions collectives, anxiété, pessimisme, enfin, je veux dire, question d'hostilité de certains groupes qui en accusent d'autres, voilà. Donc, on vous demande de faire des analyses, en fait, de concevoir, de prendre des cas d'études, de faire des pilotes et de voir ce qui s'est passé, et ensuite de faire une sorte de guide concret de la prise en compte de ces émotions. Alors, ici, pour ceux d'entre vous, alors oui, les appels n'ont pas encore été publiés, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent la façon dont dont sont publiés les programmes de travail, vous avez au début de l'appel une petite encart qui vous demande, qui vous donne, voilà, les attendus de la commission sont de 2 à 3 millions sur le projet, le budget global est de 9 millions, donc on sait qu'il y aura 3 projets de sélectionnés. Il s'agit d'un budget, d'un appel Research and Innovation Action, et il y a à côté du budget indicatif parfois une petite note sur les conditions d'éligibilité. Et sur cet appel et sur un certain nombre d'autres appels, vous trouvez, en démocratie notamment, vous trouverez l'indication The Joint Research Center may participate as member of the consortium selected for funding. Alors, je fais ici une petite parenthèse, puisque donc ce sera le cas sur quelques-uns de ces appels, mais je vous le signalerai à chaque fois. Je précise également que c'est le cas dans les appels dans d'autres clusters, notamment le cluster climat. Alors, le Joint Research Center, et non pas Council, moi j'ai fait une erreur sur ma fiche, on corrigera. Center, c'est le centre de recherche de la Commission européenne. Alors, ce centre de recherche ne peut pas bénéficier de financement puisque la Commission européenne ne peut pas s'autofinancer. D'accord? Donc, en fait, ici, la Commission estime que ce centre de recherche dispose de beaucoup de ressources et souhaite que certains de ces projets alimentent d'abord les indicateurs et les bases de données du centre de recherche et utilisent les données du centre de recherche. D'accord? Donc, elle demande à ce que le GRC soit inclus dans le consortium. Ce processus ne se réalise qu'à l'issue du processus de sélection, c'est-à-dire si votre projet est sélectionné, on verra inclure le GRC dans le consortium et il s'agira d'un partenaire sans financement. D'accord ? En revanche, il vous faut consulter le GRC en amont, c'est-à-dire au moment de la préparation du projet, voir avec eux, bon ben voilà, sur cette phase-là, vous serez consulté, là, il y aura un remontée de données où on va alimenter votre base de données. Et il y a un processus à suivre. Et pour ce processus, il faut passer par le PCN, puisque nous, l'ensemble des PCN en France, on a un référent GRC. Il y a une filière à suivre qui fera suivre au correspondant identifié sur la thématique dont il sera question, fera suivre la demande, et puis ensuite, il y aura un processus à suivre, mais il faudra passer partout. Voilà. Donc, je ferai une modification sur Center et non pas Council. Voilà. Alors, l'appel suivant,
c'est sur l'impératif climatique, la transition verte. Grosso modo, c'est comment gérer démocratiquement une transition qui va inévitablement peser sur les modes de vie. Alors là, un peu la crainte de la Commission européenne, ça, vous voyez un peu, vous avez en tête la crise des Gilets jaunes, où on a augmenté les taxes sur l'essence dans une optique de réduction d'utilisation énergétique, et les réactions ont été houleuses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dimension, des dimensions très variées dans ces appels? Donc, à partir du moment, bien évidemment, où l'ensemble des membres du consortium sont convaincus que cette transition énergétique est une nécessité, c'est donc comment est-ce que les politiques publiques peuvent être mises en place, quel type de gouvernance, quelles institutions doivent intervenir pour mettre en place des transitions les plus douces possibles. Alors, il y a un volet politique publique, il y a un volet communication, il y a un volet donc capacité à mobiliser les citoyens. Ici, ils reviennent, c'est souvent le cas, sur éventuellement des modes de participation civique, donc qui pourraient inclure les citoyens. Bon, on a eu un exemple en France, bon, à voir. Donc, on a là aussi l'exemple de la pandémie. Donc, comment adresser, où on avait là encore un impératif, il a fallu prendre des décisions qui ont pesé pour cause sur les modes de vie. Donc, prendre en compte les autres, enfin, les attentes de la population, d'autres impératifs politiques. Voilà. Un ensemble d'analyses, de pilotes à mettre en place et d'analyses donc d'expériences passées, hein. Voilà. L'appel suivant est sur le contrat social. Bon, c'est assez clair à mettre celui-ci est un appel très, très facilement, on peut facilement appréhender. Donc, évolution du contrat social, remise en cause, facteur de succès. Donc, compréhension des besoins de la population, de dirigeants, des analyses théoriques, politiques, historiques. Donc, identifier en fait on peut aussi identifier les facteurs qui contribuent à la stabilité dans certaines sociétés, la stabilité des modèles de contrats sociaux, hein, dire qu'est-ce qui fait que ça, le contrat social n'est pas remis en cause. Est-ce que c'est la flexibilité des institutions publiques, la confiance des citoyens, la résilience des communautés? Donc, qu'est-ce qui contribue à la stabilité du contrat social, et ce, malgré les événements disruptifs, hein, dont, nouvel exemple, pandémie, bien sûr, ou changement de technologie brutale suite à des guerres, par exemple. Voilà. Donc, un appel qu'on appréhende un peu plus facilement. Et puis, donc, l'avant-dernier appel, alors, il est sur la participation des communautés dites vulnérables et marginalisées, communautés vulnérables et marginalisées dont la définition n'est pas donnée dans l'appel. Donc, il vous faut voir un petit peu la littérature autour et ce qu'attend un petit peu la commission, et proposer dans les projets que vous soumettrez des définitions et la façon dont vous pouvez appréhender et délimiter ce groupe. Donc, on vous demande une analyse de la participation de ces groupes vulnérables et marginalisés aux espaces de démocratie participative et délibérative. Bon, alors là, ça part d'un constat, à mon avis, ça va bien plus loin que les communautés dites marginalisées, ça part d'un constat qui est que la plupart des initiatives de démocratie participative qui ont été mises en place ne voient une participation qu'un certain type de citoyens. Bon, pour aller gros, c'est les bobos à Paris qui votent pour le budget participatif. Je vous fais un résumé un peu, un gros raccourci, un raccourci grossier. Donc, c'est comment faire pour que d'autres communautés participent à ces processus de démocratie participative innovants. Voilà. Donc, mettre en place des pilotes, faire des tests avec certains groupes de population. Alors là aussi, la participation de la GRC est recommandée sur cet appel. Et ouais, voilà. Là aussi, la participation du GRC est recommandée. Ensuite, le dernier appel,
qui est sur les perspectives politiques dans notre partenariat est-européen et dans les Balkans. Pour aller vite, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, conséquence pour l'Union européenne. D'abord, l'Union européenne a mis en place tout un partenariat est-européen avec les pays du Caucase, donc Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, et avec surtout l'Ukraine et la Moldavie. Donc, que se passe-t-il et dans les Balkans d'ailleurs, et dans les Balkans occidentaux, Serbie, on pense à la Serbie essentiellement, Serbie, avec cette politique de voisinage, quelles sont les conséquences, que se passe-t-il? Analyser également les ambitions géopolitiques de la Russie dans la région, mais également de la Chine. Je vous rappelle que la Chine a investi au moins économiquement dans de nombreux pays dans les Balkans, en rachetant des ports, le Pirée, a commencé par le Pirée d'ailleurs, et d'autres infrastructures en Serbie, enfin dans de nombreux pays. Donc les ambitions géopolitiques de la Chine et des autres pays, voilà, face aux pays notamment candidats à l'adhésion et à différents attaques militaires, cyberattaques, désinformation. Donc il y a tout un ensemble d'outils qui sont utilisés par ces puissances étrangères. Donc, on vous demande de faire une revue générale de l'ensemble de ces outils. Et évidemment, que peut faire l'Union européenne et la politique étrangère de l'Union européenne, qui reste toujours un peu en gestation, face à cette question. Je vous rappelle qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un appel sur la politique de sécurité extérieure commune, qui est cité ici dans les petits en bas de fiche. Voilà. Donc là, vous avez en fait beaucoup aussi de questionnements sur la politique d'élargissement de l'Union européenne dans le nouveau contexte qui est celui de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la présentation des 8 appels de 2023. Je vous laisse quelques instants sous les yeux consulter la liste des appels de 2024 sur laquelle vous pouvez nous solliciter par la suite. Donc, voilà, il y a 12 appels. Donc, on est toujours les cultures d'opposition en démocratie. Donc là, c'est les nouvelles, c'est un peu les nouvelles, les nouveaux modes d'opposition du type désobéissance civile. On est toujours sur les questions de transition climatique, un appel sur l'état de droit, un appel également sur les nouvelles identités, les nouveaux référents identitaires, un appel sur les mouvements extrémistes, gender, c'est un peu les mouvements alt-right aux États-Unis, vous voyez le Capitole pris d'assaut. Un appel sur les sciences sociales computationnelles, un appel sur la démocratie numérique, un appel sur les nouveaux espaces de démocratie, de démocratie participative. Ici, on est toujours sur la démocratie participative, mais c'est dans quelle mesure d'autres espaces, dont les espaces culturels, peuvent jouer un rôle. On est sur un appel sur les administrations publiques, dans quelle mesure les administrations publiques peuvent jouer un rôle de stabilité. Un appel sur les questions de traduction, notamment dans l'Union européenne, où ça pose un certain nombre de problèmes. Un appel assez général sur la démocratie européenne en 2040. Et un autre sur la valorisation des résultats en démocratie et gouvernance, qui est de l'ensemble des appels démocratie 2023 et 2024, le seul appel le seul appel CSA. Tous les autres sont des Research and Innovation Action, c'est-à-dire des appels des projets recherche. Et donc là, il s'agit d'un appel réseau. Voilà. Donc, on peut revenir sur ces appels si vous avez des questions par la suite. Vous faites appel au PCN et envoyez un mail, il n'y a pas de souci. On peut faire une petite vidéo, vous envoyez le texte de l'appel. Je terminerai rapidement en 10 minutes avec quelques indications, mais je vais vite puisque on a déjà un peu fait le tour. Donc, je vous ai mis quelques éléments de terminologie, mais ça, c'est pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout familiers avec les appels d'Horizon Europe, puisqu'on a une terminologie un peu particulière, topic, cluster, destination. Je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit, qu'il est important d'aller consulter les textes de référence cités dans l'appel ou dans l'introduction générale de la destination, ici destination démocratie.
Donc, on vous a mis en bas de chaque fiche des appels de référence. Sur ces appels, quand vous cliquez sur l'appel qu'on vous a mis en bas, ça vous emmène, ça vous redirige immédiatement sur la plateforme Cordis, que vous connaissez tous, où vous avez non seulement le texte de l'appel, mais également en bas de la fiche, vous avez la liste des projets lauréats. Et là, si vous cliquez, ça vous renvoie sur la fiche de ces projets lauréats. Et puis, s'ils sont lauréats depuis plus d'un an, normalement, ils ont un site internet en cours de un site internet et vous pouvez aller consulter. Les sites donnent des informations variées selon les projets, naturellement, mais vous avez souvent des informations sur les thèmes des work packages, de toute façon systématiquement sur le consortium. Et si le projet est en cours d'exécution depuis un certain temps, vous avez également les livrables qui sont à disposition. Ça vous permet de voir sur un appel de ce type-là, finalement, quel est le profil type du consortium attendu. Voilà. Je vous rappelle que nous avons mis en bas de chaque diapositive une liste indicative et non exhaustive de projets déjà financés sur le sujet. Bien évidemment, ensuite, les chercheurs qui vont se positionner en tant que coordinateurs sur chacun de ces appels sont maîtres de leur sujet, donc ils consultent la liste des projets déjà réalisés et eux-mêmes savent, sur chaque thématique, peuvent décider, ah mais oui, mais là, il y a un intérêt, c'est complémentaire. Voilà. On a trois types d'appels, mais ça, vous êtes déjà familier. Trois types comme dit d'instruments de financement, comme la terminologie de la Commission le dit, des Research and Innovation Action, des Innovation Action et des Coordination and Support Action. Dans le cas des appels démocratie, donc, il s'agit essentiellement de Research and Innovation Action, donc établir de nouvelles connaissances, de la recherche fondamentale et appliquée. Et on a un appel qui est plus sur la mise en place d'un réseau et sur la valorisation, plutôt dans l'appel dont il est question ici en démocratie 2024, sur la mise en réseau, sur la valorisation des résultats des précédents projets. Il y a également des Innovation Action, donc qui sont ici des appels avec un volet mise en place de nouveaux outils de pilote un peu plus prononcés, mais c'est essentiellement sur les appels Heritage, dont il sera question demain, qu'il y a des appels d'Innovation Action. Voilà, vous savez comment lire un topic, bien sûr. Donc là, on vous a mis cette petite fiche récapitulative. La participation de la GRC, lorsqu'elle est demandée, se trouve juste en dessous de Type of Action. Il rajoute parfois une ligne avec Participation of the GRC recommended. Voilà. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous positionner en tant que coordinateur sur un appel, vous pouvez faire appel au dispositif ANR, montage de réseau européen. Vous devez, donc il y a 3 appels par an. Le prochain deadline sera en janvier. La date n'a pas été complètement fixée, mais enfin c'est en janvier. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez avoir 30 000 € pour organiser des réunions et avoir recours éventuellement à un prestataire. Les projets que vous soumettez au MRSEI, c'est quelques pages. Le projet en lui-même, c'est voilà, une ou deux pages pour le projet, le réseau, présentation du coordinateur. Voilà. Il est important, lorsque vous déposez un pré-projet MRSEI, de bien identifier l'appel que vous visez et surtout de bien démontrer que vous répondez à cet appel. Par exemple, pour le consortium, si vous répondez vous déposez un MRSEI, vous avez identifié, si vous n'avez identifié que 2 partenaires qui ont donné leur accord, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de dire, voilà, on va travailler avec un tel au Danemark qui fait ça, et un tel en Italie qui, sur le volet voilà, politique publique, et puis avec l'argent du MRSEI, on va rechercher tel et tel type de partenaire. Ce qui est important, c'est d'identifier les profils du partenaire dont vous avez besoin pour répondre à l'appel. Hein. Et donc, c'est sur cette base-là que vous serez jugé. On dira, ah bon, ben, très bien, ils ont bien compris qu'ils devaient inclure dans leur proposition des institutions publiques ou des acteurs sociaux, etc., etc. Voilà. Donc, c'est quelques pages, c'est pas énormément long à préparer, mais vous serez évalué sur le volet scientifique, mais aussi sur l'adéquation avec l'appel que vous avez visé. Voilà. Pour finir, et avant de passer au débat, je vous rappelle que le cluster 2, donc le PCN du cluster 2, certains de mes collègues sont ici, dont Julien qui coordonne le PCN. On est là pour vous donner des informations sur les clusters, les appels, on vous fait des guides, comme vous avez déjà ici vu quelques fiches.
On a également préparé des fiches pratiques. Alors, il y a le lien ici sur le PowerPoint, sur divers aspects. Alors, la première fiche, c'est le cluster 2, de quoi parle-t-on, qui vous fait un petit résumé pour que vous compreniez bien que ce sont des appels prescriptifs à 3 millions, une dizaine de partenaires. Vous voyez, on est sur un périmètre qui est différent des ANR, des ERC, des Marie Curie. Voilà. Et puis d'autres petites fiches sur les aides disponibles, les recherches de partenaires. Voilà. Le PCN fait également des ateliers méthodologiques, donc certains sont en prévision, je n'ai plus les dates en tête, mais on pourra répondre à cette question ultérieurement. En janvier, donc on fait des appels, des ateliers méthodologiques sur différents thèmes, les questions éthiques, les recherches de partenaires, l'impact. On fait aussi des ateliers méthodologiques sur les destinations. Donc, par exemple, on va en faire un sur la destination démocratie, de mémoire le 26 janvier, un autre sur la destination heritage, un autre sur transformation, où en fait on prend de précédents appels, on regarde les projets qui ont été sélectionnés, comment ils ont été montés, les thèmes qui ont été mis en avant, l'articulation entre les work packages, voilà. Donc on prend des exemples et on travaille ensemble sous différentes formules, hein. Certains de mes collègues font peut-être un peu format atelier d'écriture. Bon, voilà, ce sont des ateliers très participatifs qui sont, alors moi je les fais en présentiel, mes collègues parfois les font en visio. Voilà, donc on propose un certain nombre de choses et on propose aussi bien sûr des conseils personnalisés, c'est-à-dire qu'on fait des visios, si vous répondez à un appel, on répond à vos questions et éventuellement, enfin si possible et dans la mesure de nos compétences, on vous apporte quelques éclairages. Voilà, vous avez ici nos différentes, voilà, on est plusieurs, on est plus ou moins, donc c'est demain Margot et Florent qui vous feront la présentation des appels Heritage, et Alexandra qui est en charge des appels transformation interviendra.